Bon, c'est reparti. On va repartir sur des sujets sérieux. De développement web. Alors, pour savoir à quel point je vais dans les détails, vu qu'il y en a qui sont partis, qu'est-ce qui fait du développement web ici? Ok, bon, je vais aller dans les moitiés de détails alors. Moi, je vais vous parler donc de projet Fugu. Donc, l'idée de projet Fugu, c'est d'avoir une plateforme web qui est meilleure que jamais. Et aujourd'hui, moi, je suis là parce que j'adore le développement web. Alors, vite fait, moi, j'ai commencé en 2006 à faire du développement. À l'époque, on parlait de Ajax, pour ceux qui s'en souviennent. C'était un peu le truc révolutionnaire pour pouvoir afficher du contenu sans recharger les pages à chaque fois. On était tous dingues. On copiait-collait du code à bloc parce que... Encore du copier-coller, je parle que de ça finalement. Parce que l'API était quand même pas ultra ouf. Après, jQuery a implémenté une version de Ajax qui a sauvé la vie à tout le monde. C'était magnifique. Mais on revient de loin quand même, côté plateforme web. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le web, c'est la plateforme universelle qui est disponible pour tout le monde sur tous vos devices et sur laquelle on peut avoir accès à un paquet de contenus et d'applications sans avoir à installer ou à aller sur un store. Et en général, on n'a du coup pas à se préoccuper des problèmes de sécurité, hein, même si de plus en plus sur les stores mobiles, quand vous installez des applications, on vous dit l'application va demander tel accès, tel accès, tel accès. C'est vrai que pour le web, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'accès, on n'avait pas beaucoup de problèmes. Et vous commencez à voir aujourd'hui les demandes d'accès aux notifications, à ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est une plateforme qui est sécurisée par défaut. Et c'est vrai que ces 2-3 dernières années, on a eu plusieurs initiatives qui sont arrivées pour faire du web une plateforme un peu plus moderne. On a les Progressive Web Apps. Qui est-ce qui connaît les Progressive Web Apps du coup? Ok. Les Progressive Web Apps, finalement, c'était un premier set de techno qui réduisait cet espace entre les applications natives et les applications web et qui nous a amené des expériences comme le fait de pouvoir installer une application web. Des fois, vous êtes sur un site web et il y a le petit en bas, est-ce que vous voulez installer cette application? Et tout ce qui va avec. Donc, on avait une icône, on avait un splash screen, on pouvait la désinstaller, etc. Une autre initiative qui est arrivée, c'est le WebAssembly. Qui est ce qui connaît encore une fois? Ok, ça même les développeurs natifs, normalement, vous avez entendu parler. WebAssembly, c'est une initiative du W3C qui permet d'exécuter du code binaire dans votre navigateur. Alors, c'était le truc ultra révolutionnaire à l'époque. Ça s'exécute dans une sandbox. Et finalement, le standard WebAssembly, il spécifie que le langage, le bytecode, qui va être exécuté par le navigateur. Et du coup, on peut utiliser un paquet de langages plus haut niveau, enfin plus haut niveau entre guillemets, donc il y a du Rust, du C++, etc., du C# même. Et du coup, vous pouvez utiliser ces langages-là pour développer des applications web. Alors, le WebAssembly n'a pas accès au DOM, donc tous les éléments HTML de la page, mais c'est très pratique si vous avez des choses qui tournent en tâche de fond. Vous faites du traitement d'image ou du machine learning, etc. Vous pouvez l'écrire en C++ et l'exécuter dans le navigateur et grâce à des API, l'appeler avec du JavaScript. Et donc, le projet Fugu, l'idée, c'est de réduire encore plus le gap entre les applications natives et les applications mobiles pour finalement avoir une vraie expérience native dans les applications web. Alors, on a différents projets au fur et à mesure des années qui sont apparus. On a eu Cordova qui permettait d'écrire du code JavaScript et de compiler dans une application qui était à la fois sur iOS et sur Android. On a eu Electron qui faisait un peu la même chose sur du desktop. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure VS Code. VS Code, c'est une application web qui est packagée grâce à Electron pour tourner comme une application desktop. Mais il y a encore plein de choses qu'on ne peut pas faire dans une application web qu'on n'a rien à pouvoir faire sans passer par ces alternatives finalement, comme par exemple accéder aux contacts ou accéder directement aux fichiers sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou partager du contenu avec d'autres applications. Ça, c'est des choses que auxquelles le web n'a pas encore accès. Et donc, ce qu'on appelle le app gap, c'est du coup toute la différence de ce qu'on peut faire dans une application native, qu'on va retrouver sur un store par exemple, et une application web. Et donc, le projet Fugu se propose de répondre à ces problématiques. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 70 et quelques features. Savoir que la majorité arriveront jamais à échéance et ne seront jamais shippées dans les navigateurs. Mais quand même, c'est pour vous montrer à quel point il y a un nombre de fonctionnalités qui manquent. Alors aujourd'hui, c'est un projet qui est supporté par Google, par Microsoft, par Intel aussi, qui contribuent beaucoup. Mais vu que c'est open source, n'importe qui peut contribuer. On verra après, il y a un site web, c'est plutôt pas mal. Et l'idée, donc, c'est d'avoir accès à tout ça, ces 70 features, sans framework. Ce sont des API web vraiment standards. Ça vient en complément, du coup, au Progressive Web App et au WebAssembly. Alors, vite fait,
du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs web, à quoi ça ressemble le process de validation d'une feature aujourd'hui dans le web. Ça ressemble à ça. Au début, on va commencer par identifier un besoin. Donc, ça peut être en parlant avec des clients ou avec des développeurs. Par exemple, vous avez quelqu'un qui fait bah, « moi, j'ai besoin d'avoir accès aux fichiers depuis mon application web sans forcément les envoyer sur un serveur ». Donc, on va récolter tous ces besoins. Ensuite, on va écrire un document qui est en général un document assez court qui va expliquer pourquoi on a besoin de cette feature et quel problème elle va résoudre. Et en général, même comment est-ce qu'on pourrait la résoudre. On commence déjà à dire comment on pourrait la résoudre. On va écrire des morceaux de code de comment on pourrait utiliser la feature, pas comment elle va être designée, mais comment est-ce qu'on se voit utiliser la feature. Ensuite, on va demander des feedbacks. Ça peut être à des utilisateurs potentiels, à d'autres personnes qui écrivent des specs. Et on va même commencer à pouvoir en parler en conférence. Donc, vous avez des gens qui travaillent sur les navigateurs qui vont commencer à en parler en conférence pour montrer un peu où est-ce qu'on se dirige sur la plateforme. Et c'est là aussi, à ce moment-là, que les fabricants de navigateurs, enfin les concepteurs de navigateurs vont commencer à faire les premières implémentations. C'est là qu'on va les retrouver derrière des flags en général dans Chrome ou maintenant dans Edge Chromium que vous devez activer finalement pour avoir accès à ces fonctionnalités-là. Et ensuite, on passe après, on va écrire des specs un peu plus formalisés. Donc là, il y a un template de spec que tout le monde doit suivre au sein du consortium pour être sûr que tous les navigateurs finalement implémentent la feature de la même manière. Ce serait quand même dommage qu'on se retrouve comme en 1990 avec un navigateur qui implémente les features différemment. Et on commence du coup, celui qui est le leader va commencer à discuter de cette feature avec les autres navigateurs pour voir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour qu'il y ait une adoption assez rapide. Cet ECAD WebAssembly, qui a été un standard qui est super complexe, mais qui a été adopté très très rapidement par les autres fabricants de navigateurs, développeurs de navigateurs. Et ensuite, on va commencer à la shipper derrière ce qu'on appelle les origin trials. Donc c'est un peu l'étape qui vient après les flags dans Chrome. Quand vous avez un flag dans Chrome, vous l'activez, vous pouvez utiliser la feature, mais uniquement vous. Origin trial, c'est un truc, je vous en parle juste après. Et une fois que c'est fini, on ship la feature et là, elle devient accessible à tout le monde et on espère que les autres navigateurs suivent à la même vitesse. Origin Trial, juste pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, c'est... Qu'est-ce qu'il connaît déjà? Non? Magnifique. Ça permet aux développeurs de tester une sur un plus grand nombre d'utilisateurs finalement qu'avec le flag. C'est-à-dire que vous allez développer une application qui va utiliser une API web qui est derrière un flag Chrome. Vous la développez, vous la mettez sur Internet, vous devez dire aux personnes, allez activer le flag dans Chrome pour pouvoir utiliser l'application, ce qui n'est pas tip-top. Origin Trials, à quoi ça ressemble, c'est vous allez pouvoir rajouter un tag dans votre application qui va activer la fonctionnalité chez toutes les personnes qui viennent sur votre page. Alors, il y a un token à aller chercher qui est fourni par Google aujourd'hui, parce que les Origin Trials, ça a une date d'expiration. Donc Google va faire, pendant X temps, on va tester une feature, on va donner un code aux personnes qui veulent l'utiliser, et une fois que ça arrive à la fin, on coupe la fonctionnalité. Et on demande du feedback. Contrairement au flag, là, toutes les personnes qui ont demandé un token, on va leur envoyer un formulaire de feedback. Et c'est en s'appuyant sur ces feedbacks que les fabricants de navigateurs vont se dire est-ce qu'on continue ou pas. Donc il y a des features qui peuvent arriver jusque-là et qui finalement ne seront jamais shippées en standard dans les navigateurs. Alors vous avez un deuxième moyen d'utiliser, si vous n'avez pas les tags méta, c'est par le header. Personnellement, je préfère les tags méta. Et donc comment ça marche pour avoir un token? Il faut aller s'enregistrer sur un site qui liste toutes les features qui sont en Origin Trial. Et alors, ce n'est pas exclusif au projet Fugu, c'est vraiment sur tout ce qui est API Web qui va arriver. Et donc, vous avez juste à demander un code. C'est un par feature. Donc, vous avez plusieurs métatags à mettre si jamais vous avez plusieurs features. Et c'est plutôt sympa si vous voulez tester vos sites web. Alors, on va aller un peu plus dans des fonctionnalités maintenant. Alors, je n'ai pas pris les 70, parce qu'on n'a pas 3 heures. J'en ai pris juste certaines que moi je trouve assez sympas, qui vont arriver, je l'espère, dans les prochaines années. Alors, comme je l'ai dit, même dans les prochains mois, comme je l'ai dit, c'est pas sûr. À n'importe quel moment, on peut dire que les feedbacks sont pas bons, on a trouvé un problème, du coup, on va pas shipper la feature. Et à la WebShare API, qui elle est déjà shippée, elle est en standard dans les applications. Quand vous avez une Progressive Web App qui est installée, moi par exemple, j'utilise Twitter en Progressive Web App, donc j'ai été sur le site Twitter et on m'a dit, est-ce que tu veux l'installer? Et je l'ai installé. Alors c'est beaucoup plus léger du coup que l'application que vous téléchargez sur les stores, sympa, et ça marche plus ou moins de la même manière. Et du coup, un problème qu'on avait avant, c'était qu'on ne pouvait pas partager du contenu. Aujourd'hui, même si vous avez un bouton partager dans votre Twitter qui est en fait une application web, ça va vous proposer
de partager sur toutes les autres applications qui gèrent la réception finalement de partage. Et ça utilise le système natif de l'OS, donc ça ouvre une pop-up natif. Quelque chose qui est plus récent, qui n'est pas encore shippé en public, il me semble, c'est la WebShare Target. Parce que c'est bien, moi je suis dans mon Twitter web, je veux partager du contenu, ça me propose, tu veux partager sur WhatsApp, par lien, par SMS, etc. Mais l'inverse n'est pas forcément possible. Je suis dans une application d'un journal, par exemple, le Daily Clermont, je ne sais pas si vous avez ça, et j'ai un bouton partager. Par défaut, il va me proposer que les applications qui sont natives. Donc moi, si j'ai une Progressive Web App, une application web, elle ne peut pas recevoir ce lien de partage et elle ne peut pas être proposée dans les applications qui le gèrent. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté du coup très, très récemment, donc qui est même, je crois, même par défaut maintenant, il me semble, depuis les toutes dernières versions de Chrome, qui vous permet de spécifier, donc ça c'est un web manifest qu'on trouve sur les Progressive Web App, et qui va vous permettre de spécifier un share target avec une URL d'action. Donc c'est l'URL qui va s'ouvrir en général où vous avez, si jamais vous êtes l'application Twitter, un petit rectangle avec le texte que vous avez récupéré depuis l'API et le bouton Send pour partager. Donc ça permet vraiment de réduire encore une fois de plus le gap qu'on avait entre les applications natives qui pouvaient recevoir des partages et les autres. Une autre feature qui est dans le projet Fugu qui est sympa, c'est les badges. Là, je vous ai mis un petit exemple. Alors, ça marche sur desktop aujourd'hui uniquement, mais ça va arriver sur le mobile. C'est fait d'avoir des petits badges sur les applications. Pareil, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur certains OS ou même dans Windows, hein, des badges qu'on voit. Par exemple, vous avez un Teams, un Skype, un Slack, peu importe. Vous avez le petit X nouveaux messages qui sont arrivés. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec les Progressive Web App et qui arrivent petit à petit. Donc, c'est utile pour plein de choses, hein. Ça peut être effectivement pour une notification, comme je l'ai dit, pour de chat, de mail, de réseau social. Ça peut être, par exemple, si vous téléchargez quelque chose, vous avez une barre de progression avec le pourcentage qui avance. C'est des choses qui sont un peu plus compliquées à mettre en place sur tout ce qui est mobile, parce que ça nécessite de travailler avec les plateformes. Dans Android aujourd'hui, vous n'avez pas à part en faisant des push notifications, vous n'avez pas ce genre de choses qui peut apparaître. Mais c'est des choses sur lesquelles l'équipe Chrome travaille et j'espère qu'iOS suivra par la suite. Une autre API que je trouve sympa, c'est la Generic Sensor, qui permet d'accéder à tous les sensors que vous trouvez dans votre mobile. Ça peut être l'accéléromètre, le gyroscope, l'orientation. Pour ceux qui ont fait le workshop IoT cet après-midi, il y a plein de sensors qu'on retrouve là-dedans. Et l'idée, c'est d'avoir accès donc, à ces sensors bas niveau. On avait déjà des API qui existaient, qui faisaient ça, mais qui étaient indépendantes pour chacune des sensors. C'était un bazar monstrueux. Donc là, il y a une API Generic Sensor sur laquelle on peut créer des sensors qui héritent de cette API sur les différents autres. Donc aujourd'hui, on a l'accéléromètre, le gyroscope, l'orientation absolue et la relative qui, elle, est déjà shippée d'ailleurs. Et on a un magnétomètre, l'ambiance light, donc qui est sympa aussi, qui permet de récupérer la lumière ambiante. On ne voit pas forcément aujourd'hui tout de suite les applications, mais vous avez des trucs sympas à faire, des démos genre, par exemple, quand j'ai pas beaucoup de luminosité, je peux changer le thème de mon application web qui va passer en mode sombre, ou même carrément changer le contenu de mon application web quand je vois que la luminosité elle baisse. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra faire. Et donc, je vais vous montrer une petite démo. Tac. Déjà, pour ceux qui voulaient voir, l'application de Twitter. Hop, raté. Tac. Ah bah, décidément. Ok, l'application Twitter web ne veut pas se lancer. Bref, je vous montre la petite démo que je voulais vous faire. On a Intel, donc je vous ai dit qu'il participe pas mal au standard web, qui a fait une petite application qui permet de voir comment est-ce qu'on peut marcher avec les sensors, qui s'appelle le punchometer. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pour donner des coups de poing. Et l'idée, c'est quand vous bougez votre téléphone, ça va capter ces mouvements et ça va faire une petite animation. Donc là, si je donne un coup de poing, vous voyez, c'est la fin de soirée. Vous avez la vitesse à laquelle j'ai donné mon coup de poing. Donc hop, je secoue, ça redescend à 0. Je peux en donner un plus rapide, je ne suis pas forcément meilleur. Hop, je monte un peu plus haut. Voilà, l'idée c'est que là, je suis dans une application web, donc vous voyez, je suis dans mon navigateur et j'ai accès à tous les sensors finalement de mon téléphone. Donc là, c'est une parmi d'autres, mais vous allez sur le intel.github.io et vous avez un paquet de démos. Ah, j'ai perdu mon... Je suis sur quoi là? Ah, on va revenir sur les slides. Hop. Nice. Une autre qui est sympa, c'est la Web NFC. Aujourd'hui, si vous voulez accéder à des tags NFC, donc ça peut être des badges d'entrée, etc., il faut passer par une application. C'est vrai qu'il y a un standard aussi dans Fugu qui est arrivé, donc là, ça marche aujourd'hui déjà, derrière un flag dans Chrome qui permet de scanner des tags NFC.
Donc c'est sympa aussi. Là, par exemple, je vous ai mis un peu l'API pour, pour lire un tag. Donc c'est NDF Reader, ça s'appelle l'API pour NFC Data Exchange Format, qui est un standard qui est géré par le NFC Forum. Alors que ça marche uniquement sur Android pour l'instant et sous Chrome OS, il me semble. Mais pareil, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à implémenter côté OS, parce qu'il y a une grosse partie côté OS aussi qui entre en jeu. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi faire de l'écriture côté NFC. Donc vous allez même pouvoir écrire, mettre du JSON dans vos tags NFC. Donc c'est sympa. Nous, moi, je l'ai déjà vu utiliser sur des conférences. Plutôt que de faire télécharger à tous les sponsors ou toutes les personnes qui veulent taguer les autres des applications, bah, voilà, vous avez une interface web, vous pouvez scanner les tags. Une autre qui est sympa dans Projet Fugu, c'est le Wake Lock. Alors, pour moi qui fais régulièrement des présentations et qui en plus utilise des outils web, notamment je suis dans PowerPoint, ça arrive régulièrement qu'il y a un slide sur lequel je m'attarde, je me mets un peu de mon PC, je reviens et là je passe et on me dit regarde ton écran parce que je passais en veille. Aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent. Vous pouvez désactiver la veille sur votre ordinateur. Ce n'est pas ultra pratique, on oublie souvent de le faire. Il y a une nouvelle API qui va permettre de faire ça directement depuis les applications web, qui s'appelle la Wake Lock. Il y a deux types de lock dans les specs. Il y en a une qui s'appelle Screen et l'autre System. La Screen, elle est déjà en cours d'implémentation. La System, elle est juste en imagination. Évidemment, comment ça marche, c'est sur votre objet navigateur, vous avez un Wake Lock pour request Screen. Et vous allez pouvoir setter un timeout. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tout ce temps-là, votre écran ne va jamais rentrer en veille. Ça peut être pratique, effectivement, hein, si vous utilisez des applications, une application GPS, par exemple. On n'a pas envie que l'écran se mette en veille quand on est sur le GPS, ou comme je mentionnais, des PowerPoint. Et il y a juste vous voyez, vous faites une request sur le screen. C'est-à-dire que le navigateur n'est pas obligé de vous donner la main, enfin de vous l'autoriser. Quand vous faites une requête, il peut y avoir certaines conditions dans lesquelles le navigateur va faire « bah non, moi je refuse ta requête ». Par exemple, si vous n'avez pas assez de batterie. Vous n'avez pas assez de batterie, le navigateur peut dire « non, je rentrerai en veille quand même si tu ne le veux pas ». Donc ce n'est pas quelque chose qui est absolument garanti. Et la deuxième spec dont je voulais parler, qui est la système, qui permettra carrément de demander à ce que l'ordinateur ne rentre pas en veille, pas uniquement l'écran. Voilà, c'est pareil, donc le problème de batterie, tout ça, on y viendra, mais c'est des choses sur lesquelles on discute. Une autre API, je vais assez vite dans les API, hein. Une autre API qui était très demandée, qu'on utilise beaucoup dans les applications natives, c'est l'accès aux contacts. Effectivement, depuis une application web, vous n'avez pas accès aux contacts de votre téléphone ou de votre OS. Et là, j'ai une autre démo, parce que c'est aussi des choses qui avancent. Pourquoi je suis sur les photos? Hop. Vous voyez mon écran? Super. L'application, l'API Contact Picker, elle est plutôt intéressante parce qu'elle est pas mal avancée sur certaines features. Par exemple, là, vous voyez, donc là, c'est une démo, hein, vous tombez sur Glitch. Et je vais pouvoir spécifier, moi, en tant que développeur, bon là, c'est des checkbox, mais à quelles informations je vais avoir accès et quelles informations je vais récupérer des contacts. Donc là, je dis que par exemple, le nom, l'email, hop, je vais pas montrer le numéro de téléphone de tous mes contacts, et je vais ouvrir le Contact Picker, et je vais pouvoir aller sélectionner, voilà, un de mes contacts. Et donc, je vais récupérer un JSON avec le nom et l'email. Je peux même sélectionner plusieurs contacts. Donc là, si j'ouvre, je vais sélectionner voilà, 3 personnes. Donc, je vais avoir en JSON les informations de ces personnes. Et pour pas que le développeur web, finalement, il vous demande trop d'accès, vous pouvez même vous choisir, si on vous demande, bah là, le développeur, il a demandé est-ce qu'il a accès au nom, aux emails et au numéro de téléphone. Donc moi, quand j'ouvre l'application, ça me sort toutes les informations. Mais je peux demander à ce que, finalement, moi, je ne veux pas donner le numéro de téléphone au site web. Et donc là, quand je vais sélectionner, hop, des contacts, vous voyez que le numéro de téléphone, il n'y en a qu'un seul, est vide. Donc on peut en plus quand même avoir une couche de sécurité par-dessus pour pas donner accès à tout au site web. Aujourd'hui, donc, ce qui est géré, c'est l'adresse, l'email, le numéro de téléphone et le nom. Sachant que le nom, il est par défaut, on ne peut pas l'enlever. Il est forcément là. On ne peut pas non plus faire de bulk select. Vous n'avez pas un select all, c'est pas possible. Et comme c'est en plus un élément natif du système d'exploitation qui est lancé, vous ne pouvez pas le triquer, vous ne pouvez pas rajouter un bouton dessus. Ça évite que, effectivement, le site web vous demande l'accès à tous vos contacts et qu'on finisse par spammer les gens. On va revenir sur les slides. Et il y en a une dernière que je voulais vous montrer, parce que celle-là, c'est aussi un gros point bloquant aux applications web par rapport aux natifs. Ce sont tout ce qui est accès au file system. Aujourd'hui, si jamais vous voulez, j'imagine que j'ai un fichier sur lequel je vais faire du traitement, et moi je suis un développeur web et j'ai un site web qui fait ça.
il faut que je demande à la personne d'uploader son fichier. Donc vous avez un select file, j'upload le fichier, je fais mon traitement et après je lui fais retélécharger le fichier. On ne peut pas loader directement dans votre navigateur un fichier, faire du traitement local sans connexion Internet et pouvoir l'enregistrer sur le file system. Donc l'accès en lecture-écriture, on ne l'a pas. Et donc on a, on a cette API qui s'appelle file system qui vous permet d'ouvrir une fenêtre de sélection de fichiers, de récupérer un file handle et de récupérer du coup, là en l'occurrence le texte, mais ça peut être une image, ça peut être ce que vous voulez, et de la même manière de pouvoir écrire. Donc pareil, alors il y a des choses qui vont disparaître, hein, le Truncate 0, aujourd'hui c'est pour éviter les problèmes d'écriture de fichiers qui sont plus petits alors que les fichiers étaient plus grands avant, bref, pas revenir dessus. Donc l'API est quand même toujours en train de changer, mais voilà, on peut même écrire un fichier sur votre disque dur depuis une application web. Et j'ai même une petite démo, hop, que je vais vous ouvrir. Donc voilà, ça c'est un éditeur. Donc là, sans aucune connexion Internet, finalement, je vais pouvoir aller ouvrir un fichier. Hop, alors là, c'est quoi? Je vais aller créer un fichier avant, vide. Je vais sur mon bureau, je crée un fichier, promis, tac, qui s'appelle Clermont. Très original. Donc là, je vais aller dans mon bureau, hop, j'ai mon fichier Clermont, qui est vide, et je vais écrire dedans. Tac. Et donc là, pareil, je vais pouvoir donc enregistrer mon fichier. Et là, ça va me demander quand même l'autorisation d'écrire sur ce fichier. C'est donc pour chacun des fichiers, on va me demander l'autorisation. Et une fois que je l'ai accordé, ça va garder en mémoire le fait que je l'ai accordé tant que j'ai mon onglet ouvert. Donc si je ferme mon onglet et que je rouvre mon onglet, ça va me redemander l'autorisation d'écrire sur mon fichier. Et donc là, si, hop, j'ouvre mon fichier, vous avez mon fichier texte, et effectivement, j'ai bien écrit dedans. Et là, à aucun moment, je suis passé par... À aucun moment, je suis passé par une connexion Internet. Tout s'est passé en local sur mon navigateur dans mon application. Tac, tac, on va revenir sur les slides. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les API. J'ai pas débordé en plus. J'espère que vous avez apprécié. L'idée, c'était de vous montrer que le web, pendant longtemps, on a pris du retard par rapport aux applications natives. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des stores d'applications aujourd'hui sur les téléphones portables. C'est-à-dire que petit à petit, on essaye de combler ce retard, donc de rajouter toutes ces API qui permettent d'avoir un comportement natif sur les applications web pour attraper notre retard. J'ai mis quelques liens, je vais partager les slides aussi, vers toutes les documentations qui sont plus ou moins finalisées des API que je vous ai montrées. Et si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Merci.